Dans cette vidéo, on va voir 10 secrets de l'émission Pawn Stars pour la négociation parce qu'on était à Las Vegas le mois dernier et restez bien jusqu'à la fin parce que Chumlee vous donnera un petit message exclusif pour négocier votre départ avec votre employeur. Donc on se retrouve aujourd'hui à Las Vegas pour une vidéo un peu spéciale pour découvrir 10 secrets de marchandage qui vont vous servir dans votre négociation avec votre employeur, qui vont vous servir pour devenir un champion sur une brocante ou même négocier votre salaire à la hausse. On continue dans la voiture parce qu'il fait 39 degrés à l'ombre dehors. Donc petit rappel sur l'émission, c'est un business de prêteur sur gage qui s'appelle Gold and Silver Pawn Shop qui est basé à Las Vegas et les gens apportent des objets étranges, intéressants ou parfois carrément bizarres. Et ce qui se passe dans l'émission, c'est que d'abord l'histoire de cet objet est déterminée, expliquée, puis ensuite la phase de marchandage commence avec une question classique. Que vouliez-vous en faire? Le vendre, le mettre en gage? Alors attention, dans cette vidéo, on va parler de marchandage, qui est une sous-catégorie de la négociation, celle où on parle de prix, celle où on parle de chiffres. Et on a souvent l'occasion de voir dans cette émission un vendeur interviewé à l'extérieur du magasin, exactement là où je suis. Alors je sais pas comment ils font pour rester au soleil. Et on le voit avant et après la négociation. Alors, il explique ce qu'il apporte, combien il en veut, et une fois l'affaire conclue, eh bien, à quel point il est satisfait du résultat. Alors, Rick et sa famille sont des négociateurs aguerris, professionnels, et il faut l'être pour survivre dans ce secteur de prêteurs sur gage. C'est ce qu'ils font depuis longtemps, ils ont affiné leur technique au fil du temps, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ces techniques fonctionnent très efficacement, et voici quelques-unes de leurs astuces secrètes. Une première astuce très importante, la vente sous silence ou le silent close en anglais. Lorsque Rick fait une offre, il reste silencieux jusqu'à ce que le vendeur réponde, quel que soit le temps que ça prendra. Et vous savez, dans le monde occidental, les chercheurs ont prouvé que 6 secondes sans parler dans une conversation, c'est déjà très long. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, la pression commence à monter dès qu'on nous pose une question ou qu'on nous fait une offre. Et en fait, cette pression, jusqu'à ce qu'elle devienne presque insupportable. Donc les négociateurs peu avisés se sentent souvent mal à l'aise face au silence et acceptent l'offre ou en fait revoient leur objectif à la baisse. Fixer un prix cible et s'y tenir. Voilà la deuxième astuce du clan Harrison, parce que eux ils savent combien valent les objets, ce qu'ils achètent et ce qu'il en coûtera soit de les remettre en état ou de les exposer. Et ils savent à quel prix eux ils peuvent les vendre dans leur boutique. Voilà, qui est juste là. Donc, avant de faire une offre, ils se fixent un prix maximum, d'accord? Le prix qu'ils sont prêts à payer pour ça. Et il est rare qu'ils dépassent ce maximum. Alors, cette erreur de négociation, il y a une erreur très connue qui s'appelle poursuivre une mauvaise affaire jusqu'à ce qu'elle vous rattrape. En anglais, on appelle ça chasing a bad deal until it catches you. C'est un petit peu le fait de persévérer dans l'erreur. Vous savez, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Troisième astuce, commencer par une offre dérisoire, ou ce qu'on appelle en anglais un low ball. Alors, vous savez, au baseball, quand ils jettent la balle, ils peuvent la jeter très basse et c'est difficile du coup à renvoyer avec la batte. C'est la même chose avec la technique du low ball. Donc les prêteurs sur gage font souvent une première offre qui semble très basse, même après qu'un expert extérieur ait évalué l'objet et donné son avis sur sa valeur. C'est ce qui s'appelle faire une offre dérisoire ou une offre lowball, et elle est destinée en fait à faire réagir le vendeur, à tester finalement son degré d'engagement. On veut savoir à quel point il tient à la vente et ça conduit souvent le vendeur à revoir fortement à la baisse le prix de vente qu'il propose. Quatrième astuce, c'est le fait, on est un peu plus dans l'émotionnel, c'est qu'ils ne peuvent savoir que ce que vous laissez paraître. Les négociateurs non qualifiés montrent leurs émotions facilement. On dit en anglais, on voit les émotions sur les manches. D'accord? Il n'est pas rare que Rick, Cory ou le vieux demandent combien en voulez-vous? Et il n'est pas rare d'entendre une réponse sous la forme interrogative. Alors, ça reste une phrase affirmative, mais sous forme interrogative, telle que j'en aimerais bien 1500 ou 2000 $. Vous voyez, avec la voix qui monte comme ça, ce qui traduit un manque de confiance et montre le fait que le vendeur peut être négocié à la baisse. Ils sont pas sûrs de leur posture finalement. Et les prêteurs sur gage, quand ils font cette offre, ils la formulent simplement, calmement. Je
peux vous en offrir 600 $. Et ils le font sur un ton qui laisse penser aux vendeurs qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la négociation. 5e astuce, contrôler et gérer les attentes de vos interlocuteurs. Alors les négociateurs professionnels savent qu'il incombe de gérer non seulement leurs propres attentes quant à l'issue de la transaction, mais aussi en fait celles de l'autre partie. Car si vous parvenez à gérer les attentes du vendeur, parce que dans le cas d'un achat-vente, vous en sortirez gagnant. Alors lorsque Rick répond à l'offre d'un vendeur en disant « ça n'arrivera pas, ce ne sera pas possible », en fait il fait un excellent travail en rabaissant les attentes du vendeur quant à l'issue possible de la transaction. 6e point, la pré-négociation. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous bradez pas avant de commencer. Vous entendrez souvent le vendeur dire, lors de son entretien préalable à face caméra, ici, là, sur le parking, là, juste derrière moi, dire que pour cet objet, il en veut par exemple 2000 $, mais qu'il accepterait 1500 $ si Rick lui fait une offre plus basse. Et lorsque il se retrouve en vrai, face à lui, et que on lui demande combien il en veut, parfois il propose un prix déjà inférieur, bien inférieur à celui qu'il avait dit devant la caméra avant de commencer finalement l'émission. Et c'est ce qui s'appelle se brader en pré-négociation. D'accord, la pré-négociation, vous pouvez aller voir par exemple les livres de Robert Cialdini sur Persuasion. C'est intéressant parce qu'en fait la négociation se joue avant même d'avoir commencé, d'accord. Et donc ça veut dire qu'ils n'assument pas par rapport à eux-mêmes, ils sont en fait dans une posture où ils se bradent, d'accord. Et c'est une très mauvaise idée. Et Rick et son équipe le savent très bien. Et lors d'un marchandage, finalement, il faut vérifier les faits, établir une stratégie et s'y tenir. Point. Et c'est d'ailleurs ce que nous on fait dans notre parcours lorsque on met en place la stratégie de négociation asymétrique pour négocier avec son employeur. Vous mettez en place une stratégie basée sur votre cas et à partir du moment où vous avez votre stratégie, vous vous y tenez parce que les choses vont changer, parce que les personnes vont changer et vous devez tenir dans la tempête. 8e point, faire de la pédagogie. Alors les gens savent qu'ils viennent vendre leurs objets sur PawnStar et ils ont parfois du mal à comprendre la différence entre la valeur de l'objet au détail et ce que les Harrison sont prêts à payer pour l'acquérir. En d'autres termes, ils ne comprennent pas l'intérêt de traiter avec un prêteur sur gage comme Gold & Silver Pawn. Rick se fait souvent dans l'émission un plaisir de leur expliquer. Alors le prix, ça c'est le prix pour un collectionneur par exemple. Et moi, je ne suis pas collectionneur. Donc là, il permet de recadrer la personne en face. On a aussi l'argent. Il va mettre en avant le fait que c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Tout de suite, au comptoir, en billets de 100 $ tout frais. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont avoir le cash tout de suite. Et puis aussi, il va dire des choses comme vous ne prenez pas de risque. Le risque. Donc 8e point, faire de la pédagogie. Les gens qui viennent vendre leurs objets sur PawnStar ont parfois du mal à comprendre entre la différence entre la valeur au détail d'un objet et ce que les Harrison sont prêts à payer pour l'acquérir. En d'autres termes, ils comprennent pas l'intérêt de traiter avec un prêteur sur gage comme Gold & Silver Pawn. Mais Rick, souvent, dans l'émission, se fait un plaisir de leur expliquer la différence. Alors déjà, il va leur dire, moi, je ne suis pas collectionneur. Ça, c'est le prix pour un collectionneur. Et moi, je suis prêteur sur gage. Donc, il les recadre comme ça. Ça aussi, il répète l'avantage de c'est en argent sonnant et trébuchant, en billets de 100 $ tout frais, maintenant tout de suite au comptoir. Donc en gros, vous avez le cash tout de suite. Et puis aussi, il va mettre en exergue la différence entre un prêteur sur gage et une vente aux enchères. Vous ne prenez pas le risque de ne pas atteindre le prix fixé par le commissaire-priseur. Vous n'avez pas besoin de nettoyer ou remettre en état l'objet. Et ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'il est parfois nécessaire de faire de la pédagogie, d'expliquer à l'autre partie les avantages qu'elle peut en tirer lors d'une vente auprès d'un prêteur sur gage, et parfois d'enfoncer un peu des portes ouvertes, de rappeler des évidences à l'autre partie. 9e point, c'est la différence dans la posture entre l'envie et le besoin. Rick est souvent interviewé en solo, à la caméra, en dehors de la présence du vendeur, et en vrai, il fait plutôt preuve d'un enthousiasme réel pour un objet. Mais en présence du vendeur,
tac, il remet son masque, et là, il est tout de suite plus réservé. Et c'est normal, c'est là que réside la différence entre l'envie et le besoin. Il est normal de vouloir un objet, mais lorsque l'autre partie pense que vous en avez besoin, qu'il est nécessaire pour vous, le pouvoir de la négociation passe de l'autre côté de la table. Donc rappelez-vous bien dans la posture entre l'envie et le besoin de l'autre. Alors, 10e point, et dernier point d'ailleurs, le fair play, et c'est ce qui est souvent confondu entre le win-win d'un côté et le fair play de l'autre. Le win-win, ça va être de chercher le gagnant-gagnant à tout prix et de faire que finalement l'autre gagne aussi et vous, donc on fait des concessions. Ça, c'est pas l'esprit d'une négociation. Le fair play, c'est différent. On le voit beaucoup dans l'émission, Rick s'efforce d'être juste, d'être fair. Car même si les résultats, ce qui s'appelle l'outcome en anglais, hein, le résultat de la négociation, la marge, combien j'ai payé, combien est-ce que j'ai obtenu à la fin, c'est important, oui, c'est très important, mais c'est aussi important que l'autre partie se sente bien dans l'interaction. C'est-à-dire qu'elle ait l'impression d'être traitée équitablement et de ne pas avoir été dépouillée par quelqu'un qui en connaît plus ou qui a plus de bouteilles ou qui est meilleur en négociation. Et on voit ça tellement bien que parfois dans l'émission, Rick paye plus cher que ce que le vendeur demande dans l'émission. D'accord ? Parce que c'est la chose juste. C'est la chose juste à faire. Et donc le fair play, ça c'est très important. C'est le dernier point de notre vidéo. Alors voilà 10 des nombreux secrets de négociation des Pawn Stars. Je vous recommande l'émission. Ça pourra vous servir dans la négociation je sais pas, la prochaine fois que vous allez à une brocante, certainement, mais aussi quand vous allez négocier votre prochain salaire ou quand vous allez négocier votre départ dans la partie marchandage. Une fois que votre employeur est d'accord pour vous laisser partir, comment vous allez faire monter le montant du chèque, eh bien il va falloir faire l'évaluation de vos préjudices. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Vous avez tout un tas de vidéos sur cette chaîne pour commencer à vous former. Et si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter et on verra si on peut vous aider. Voilà, vous savez tout des 10 secrets de négociation de Pawn Stars. Allez regarder l'émission sur C-Star en France. Vous apprendrez des techniques de marchandage et aussi des secrets d'histoire sur des objets farfelus et même étranges. Being a good negotiator requires years of practice, especially for what you're negotiating. It's a little different than what I negotiate on, but if I was to give you an important piece of advice through this negotiation is you need to identify what type of person your boss is. I don't know what type of person your boss is. I have no background in him. You need to be able to use his personality type in favor of your negotiation. Most likely, you're going to want him to think it's his idea to give you a better severance package. So you have to suggest your ideas in a way that is creative, but it really just depends on what personality type your boss is. And without knowing your boss and having day-to-day experiences, I couldn't give you some perfect advice to be a top negotiator with him, but definitely try to do a little research, figure out what kind of personality it is. My guess is you're going to need to appeal to his, to what he likes. You're going to need to appeal to his ego. You're going to not want to make any demands. You're going to, it's hard to show him your value, but if you've done things for the company, you need to let him know these are the things I've done for the company to set you guys up while I'm gone, or how you made it easy for other people to take your role and step in. But you really need to plan out your negotiation tactics very carefully, very thoroughly, and it's going to have a lot to do with what type of personality your boss has. Hope those were a few good tips. Good luck.